Cette histoire m'a été envoyée par Ramiro, un camionneur qui parcourt les routes d'Argentine depuis plus de 20 ans. Ce qu'il m'a raconté sur une certaine route dans la province de Santiago del Estero m'a complètement glacé le sang. Si toi aussi tu conduis la nuit, surtout sur des routes isolées, et que tu as vécu quelque chose d'inexplicable, j'aimerais beaucoup que tu le partages dans les commentaires. Les routes nocturnes ont leurs propres histoires, leurs propres mystères. Avant de commencer, si tu apprécies ces histoires et que tu souhaites en entendre davantage chaque semaine, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, voici l'histoire de Ramiro et de cette route où il a appris que certains chemins sont à éviter après la tombée de la nuit. Je m'appelle Ramiro et je conduis des camions de fret à travers toute l'Argentine depuis 23 ans. J'ai tout vu sur les routes, des accidents terribles, des tempêtes qui semblent venir de la fin du monde, des animaux traversant au pire moment possible. Je pensais que rien ne pourrait plus me surprendre. Je me suis trompé. Ce que je vais raconter s'est passé en juillet 2023, mais j'ai encore du mal à dormir certaines nuits en y pensant. J'évite encore cette route, même en journée, et jamais, en aucune circonstance, je ne la prends après la tombée de la nuit. C'était un voyage routinier. Je devais transporter une cargaison de Cordoba à Tucumán. Je prenais habituellement la route principale, la nationale 9, mais cette semaine-là, elle était en travaux sur plusieurs sections. Les déviations ajoutaient 3 heures au trajet. Mon chef m'a suggéré un itinéraire alternatif. Une route provinciale moins fréquentée qui passait par la province de Santiago del Estero. C'est un chemin plus direct, m'a-t-il dit. Tu économises facilement 2 heures. Elle est en bon état, mais peu de gens l'utilisent parce qu'elle est plus isolée. Je n'avais pas de problème avec les routes isolées. En fait, je les préférais. Moins de trafic, moins de stress, plus facile de maintenir une vitesse constante. Je suis parti de Cordoba à 4 heures de l'après-midi. Je prévoyais d'arriver à Tucumán vers minuit. Le temps était dégagé. La route alternative était clairement indiquée sur mon GPS. Tout était parfait. Les 2 premières heures ont été normales. Route asphaltée en bon état, paysage monotone de champs et de petits bois typiques de cette région. Je suis passé par quelques petits villages, quelques stations-service. Je me suis arrêté dans une pour faire le plein et acheter quelque chose à manger. L'employé de la station était un homme âgé d'environ 60 ans. Pendant qu'il faisait le plein, il m'a demandé où j'allais. À Tucumán, ai-je répondu. Je vais par la route provinciale 310. Son expression a changé. Il a froncé les sourcils. Vous passerez par là la nuit? Oui, j'arriverai dans cette zone vers 7-8 heures du soir. Pourquoi? La route est mauvaise. La route est bonne. C'est autre chose. Quelle chose? Il a regardé autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Les gens d'ici évitent cette route la nuit, surtout le tronçon du kilomètre 38 au 45. Ils disent qu'il se passe des choses étranges. J'ai souri. J'avais déjà entendu des histoires similaires auparavant. Chaque région a ses légendes de routes hantées. Quel genre de choses étranges? Apparitions, des gens sur la route qui ne devraient pas être là, des voitures qui apparaissent et disparaissent, des sons. Je ne l'ai jamais vu personnellement, mais je connais des gens de confiance qui l'ont fait. Et tous disent la même chose. Si tu dois passer par là la nuit, ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Compris, dis-je, ne croyant pas vraiment encore, mais appréciant l'avertissement. Je ne m'arrêterai pas. Et si tu vois quelqu'un demander de l'aide sur la route, surtout près du kilomètre 38, ne t'arrête pas. Ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai payé le carburant, remercié pour le conseil et poursuivi mon chemin. C'était une bonne histoire, pensais-je. Le genre de choses que les locaux racontent aux étrangers. Le soleil a commencé à se coucher vers 6h30. À 7h, il faisait complètement nuit. La route provinciale était très peu éclairée. Seuls mes phares perçaient l'obscurité et quelques poteaux réfléchissants marquaient le chemin. Le trafic était pratiquement inexistant. En 1 heure, je n'ai croisé que 3 véhicules. Le reste du temps, j'étais seul dans l'obscurité, avec le ronronnement constant du moteur et le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Ma radio était réglée sur une station d'information, mais plus je m'enfonçais dans cette route, pire devenait la réception. Finalement, il ne restait que des parasites. J'ai changé pour un CD de musique que j'avais apporté. Cumbia, folklore, quelque chose pour me garder éveillé. Vers 8 heures du soir, j'ai vu le panneau. Kilomètre 38. Je me suis souvenu des paroles de l'employé de la station. Du kilomètre 38 au 45. 7 kilomètres d'une prétendue activité paranormale. J'ai regardé la route devant moi. Elle était droite comme une flèche, disparaissant dans l'obscurité.
des buissons de chaque côté. Pas de maison, pas de lumière, juste la route vide. J'ai accéléré un peu. Plus vite je passerai cette section, mieux ce serait. Pas parce que j'avais peur, me suis-je dit. Juste parce que je voulais arriver à l'heure. Mais alors, la musique s'est arrêtée. Le CD a simplement cessé de se lire. J'ai regardé le stéréo. L'écran montrait que le CD fonctionnait toujours. Le compteur de temps avançait, mais il n'y avait pas de son. J'ai essayé d'augmenter le volume. Rien. C'est étrange, murmurait. J'ai essayé d'éjecter le CD et de le remettre, mais le bouton ne répondait pas. Le stéréo semblait gelé d'une certaine manière. Bon, pensais-je. Je vais conduire en silence, ce n'est pas grave. Mais le silence sur cette route était oppressant. Je pouvais entendre chaque petit son, le moteur, les pneus, ma propre respiration, et quelque chose de plus. Un bourdonnement très faible, presque imperceptible, comme de l'électricité statique. Puis j'ai vu les lumières. Au loin, dans ma voie, il y avait des lumières rouges, des feux de freinage, un autre véhicule. Je me suis approché lentement. C'était une petite voiture, une vieille berline, arrêtée au milieu de la voie, sans feu de détresse, juste les feux de freinage allumés. J'ai réduit la vitesse. Mon instinct de conducteur me disait que je devais aider. Peut-être avait-il une panne mécanique, peut-être avait-il besoin d'aide. Mais alors je me suis souvenu des paroles de l'employé. Ne t'arrête pas, quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas. Du dé. Mon pied se déplaçait entre l'accélérateur et le frein. La voiture se rapprochait de plus en plus. Je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Une silhouette sur le siège du conducteur. J'ai décidé de passer devant. Si elle avait vraiment besoin d'aide, je pouvais appeler la police depuis le prochain village. Mais juste au moment où j'allais passer à côté de la voiture, la porte du conducteur s'est ouverte. Une femme est sortie, jeune, peut-être 25 ans. Elle portait une robe claire. Son visage était pâle, terrifié. Elle a levé les deux mains, gesticulant désespérément pour que je m'arrête. Mon pied a instinctivement appuyé sur le frein. Le camion a commencé à ralentir. Mais alors quelque chose m'a fait regarder de plus près. Quelque chose n'allait pas. La femme ne projetait pas d'ombre sous les phares. Et sa robe, qui semblait claire de loin, était tachée de quelque chose de sombre. Quelque chose qui ressemblait à du sang séché. Et ses yeux. Même depuis la cabine du camion, j'ai pu voir ses yeux. Ils étaient complètement noirs, sans blanc, sans iris, juste noirs. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Le camion a accéléré, passant à côté de la voiture. J'ai regardé dans le miroir latéral. La femme était toujours là, debout au milieu de la route, regardant mon camion s'éloigner. Elle ne bougea pas. Elle ne courut pas après moi. Elle resta simplement là, immobile comme une statue. Et alors, en regardant, elle disparut. Elle et la voiture. Elles ont simplement disparu comme si elles n'avaient jamais été là. Mon cœur battait sauvagement. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Putain, c'était quoi ça? Dis-je à voix haute, ma voix tremblante. J'ai regardé le compteur kilométrique. Kilomètre 39. Il me restait encore 6 kilomètres de cette section maudite. J'ai maintenu une vitesse élevée. 80-90 km par heure. Plus vite que ce qui est recommandé pour une route provinciale la nuit, mais cela ne m'importait pas. Je voulais juste sortir de là. Le kilomètre 40 est passé, puis le 41. Au kilomètre 42, j'ai entendu le choc. Boum. Quelque chose avait frappé le côté du camion, fortement, comme si quelqu'un avait lancé une grosse pierre. J'ai regardé dans le miroir. Il n'y avait rien sur la route derrière moi. Boum. Boum. 2 autres coups. Sur le toit cette fois. Comme si quelqu'un frappait d'en haut. Non, 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 répétai-je en accélérant davantage. Les coups ont continué. Boum, 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 sur toute la longueur du camion, comme si plusieurs mains frappaient le conteneur de chargement. Et puis j'ai entendu des voix. Elles ne venaient de nulle part en particulier. Elles semblaient venir de partout en même temps. Des voix chuchotant, murmurant, certaines riant, d'autres pleurant. Une cacophonie de sons humains, mais totalement inhumains en même temps. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de garder mon calme. Quand je les ai ouverts, quelqu'un se tenait au milieu de la route. Un homme, debout, juste devant ma voie. Je n'ai pas eu le temps de freiner. Je n'ai pas eu le temps d'éviter. Le camion l'a traversé. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de coup. Je suis simplement passé à travers lui comme s'il était de la fumée.
J'ai regardé dans le miroir latéral. L'homme était toujours là, tournant lentement pour regarder mon camion s'éloigner. Son visage était dévasté, comme s'il avait été dans un accident terrible, et il souriait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, répétait-il comme un mantra. Kilomètre 43. Les coups sur le camion se sont intensifiés. Maintenant, on aurait dit que des dizaines de poings frappaient simultanément. Bang, 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 bang. Les voix étaient les plus fortes. Plus de murmures. Des cris. Des personnes criant dans l'agonie, la terreur, le désespoir. Et alors j'ai vu les enfants. 3 enfants, debout au bord de la route. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 10 ans. Ils se tenaient par la main. Ils me regardaient avec des expressions vides pendant que je passais. Mais leurs vêtements étaient déchirés. Leur visage était sale de quelque chose qui ressemblait à des cendres. Et derrière eux, la montagne brûlait avec des flammes qui ne produisaient pas de lumière. Kilomètre 44. Le volant a commencé à vibrer violemment dans mes mains. Tout le camion tremblait comme s'il traversait un tremblement de terre. Les miroirs latéraux montraient des images déformées, des figures courant à côté du camion, des visages pressés contre les fenêtres du conteneur, des mains griffant le métal. La température à l'intérieur de la cabine est descendue en flèche. Je pouvais voir ma respiration. La vitre a commencé à s'embuer de l'intérieur. Et dans cette condensation, lentement, des mots commencèrent à apparaître. Comme si quelqu'un écrivait avec un doigt invisible. « Rejoignez-nous !»« Non !» criai-je. « Laissez-moi en paix. Kilomètre 45. » Au moment où je passais le panneau du kilomètre 45, tout s'arrêta. Les coups cessèrent. Les voix se turent. La température redevint normale. Le tremblement du camion disparut. Les mots sur la vitre s'évanouirent. Et mon autoradio recommença à fonctionner. La musique de Cumbia reprit exactement là où elle s'était arrêtée, comme si rien ne s'était passé. Je regardais dans les rétroviseurs. La route derrière moi était vide. Normal. Juste de l'asphalte sombre sous la lumière de mes feux arrière. Je n'ai pas ralenti. J'ai continué à conduire à toute vitesse pendant les 20 kilomètres suivants jusqu'à ce que je voie enfin les lumières d'un petit village. Je suis entré dans le village et je me suis arrêté au premier endroit éclairé que j'ai vu. Une station-service avec un restaurant attenant. J'ai garé le camion, coupé le moteur et je suis simplement resté assis là, tremblant. Un employé est sorti, inquiet. « Ça va, monsieur ? Vous avez l'air très pâle. Puis-je utiliser vos toilettes ?» ai-je réussi à dire. « Bien sûr, entrez. » Je suis entré dans les toilettes et j'ai vomi. Ensuite, je me suis lavé le visage à l'eau froide, essayant de traiter ce que je venais de vivre. Quand je suis sorti, j'ai demandé à l'employé au sujet de la route. « Connaissez-vous le tronçon de 38 à 45 km sur la route provinciale 310 ?» Son expression est devenue sérieuse. « Oui. Vous y êtes passé de nuit ? Oui. Vous avez vu quelque chose ? J'ai vu beaucoup de choses. Des choses que je ne peux pas expliquer. » Il a hoché la tête, sans surprise. Ce n'est pas la première fois. Ce tronçon a une histoire. Une mauvaise histoire. Il m'a expliqué qu'au cours des années 70, il y avait eu un terrible accident là-bas. Un autobus plein de passagers, familles, enfants, travailleurs, s'était égaré lors d'une tempête. L'autobus est tombé dans un ravin et a pris feu. Tous sont morts. Plus de 40 personnes. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Des années plus tard, sur le même tronçon, il y eut une série de meurtres. Un tueur en série qui se faisait passer pour un automobiliste en panne. Lorsqu'une personne s'arrêtait pour aider, il l'attaquait. Il a tué au moins 10 personnes avant d'être capturé. Et depuis lors, la route avait été le théâtre de dizaines d'accidents inexplicables. Des conducteurs qui perdaient simplement le contrôle. Des personnes qui disparaissaient. Des véhicules trouvés abandonnés sans explication. Les gens disent là que les victimes sont toujours là. Continua l'employé, coincés, repetant leurs derniers instants, cherchant de la compagnie, ou une vengeance, ou simplement incapables de partir. Je suis resté dans ce village cette nuit-là. Je ne pouvais pas continuer à conduire. J'avais besoin de digérer ce que j'avais vu. Le lendemain matin, à la lumière du jour, j'ai vérifié mon camion. Il y avait des marques partout sur le conteneur. Ce n'était pas exactement des bosses. C'était plutôt des traces, des empreintes de mains, des dizaines d'entre elles. Comme si plusieurs personnes avaient appuyé et frappé le métal. Mais ce qui était le plus perturbant, c'était ce que j'ai trouvé sur le toit de la cabine. Des rayures, profondes, formant des mots. « La prochaine fois, arrête-toi ». J'ai pris des photos.
J'ai tout signalé à mon patron. Il pensait que j'exagérais ou que le camion avait été vandalisé quelque part. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai terminé la livraison à Tucumán. Mais pour le voyage de retour, j'ai pris la route longue. La Nationale 9 avec tous ses travaux et déviations. Peu m'importait qu'elle ajoute 3 heures. Chaque minute supplémentaire en valait la peine. J'ai continué à travailler comme camionneur. C'est ce que je sais faire. C'est ma vie. Mais maintenant, j'ai des règles strictes pour moi-même. Je ne prends jamais de route alternative sans en connaître d'abord l'histoire. Je ne conduis jamais de nuit sur des routes provinciales peu fréquentées. Et si quelqu'un me demande à propos de la provinciale 310 à Santiago del Estero, je leur dis exactement la même chose que m'a dit cet employé de la station-service. Ne la prends pas de nuit. Et si tu dois la prendre, ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu vois, peu importe qui semble avoir besoin d'aide, ne t'arrête pas. Car ce qu'ils attendent là-bas ne veut pas ton aide. Ils veulent que tu te joignes à eux. Et une fois que tu t'arrêtes, une fois que tu sors de ton véhicule, une fois que tu franchis cette ligne, il est déjà trop tard. Je le sais parce que j'ai vu les visages de ces personnes, les victimes du bus, les victimes du meurtrier, les conducteurs des accidents inexplicables. Et tous avaient la même expression, la horrible compréhension qu'ils sont maintenant piégés là pour toujours, répétant cette nuit encore et encore, attendant le prochain conducteur qui commettra l'erreur de s'arrêter. Ne sois pas ce conducteur. Voici l'expérience de Ramiro sur cette route maudite. Il m'a dit qu'il a depuis entendu d'autres camionneurs avec des histoires similaires à propos de ce tronçon, bien que peu veuillent en parler ouvertement par peur d'être considérés comme fous. Si tu as déjà conduit sur des routes où tu as senti que quelque chose n'allait pas, où tu as vu des choses que tu ne peux pas expliquer, partage-le dans les commentaires. Parfois, ces avertissements peuvent aider d'autres à éviter les mêmes chemins. Conduis prudemment, prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine histoire. Un suiveur de l'Uruguay qui travaille comme opérateur de radio m'a envoyé cette expérience qu'il a vécue il y a 2 ans. Il préfère que je l'appelle simplement Andrés. Si jamais vous avez capté des transmissions étranges sur une radio ou un téléphone, des messages qui ne devraient pas exister ou des voix qui n'ont pas d'explication logique, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce type de phénomène m'intrigue beaucoup. Ce qu'Andrés a découvert sur une fréquence de radio abandonnée l'a amené à comprendre qu'il existe des transmissions qui n'auraient jamais dû être captées et des messages qu'il valait mieux laisser sans écoute. Je m'appelle Andrés et j'ai 41 ans. Je travaille comme opérateur de radio dans une station AM de Montevideo, Uruguay. C'est un travail de nuit et solitaire, parfait pour quelqu'un comme moi qui a toujours été plus introverti. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 2 ans, pendant l'hiver 2021, et a complètement changé ma relation avec les ondes radio et ceux qui voyagent à travers elles. Je travaille à la radio depuis 15 ans. J'ai commencé comme technicien du son et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir opérateur de nuit. Mon travail consiste à maintenir la transmission en marche pendant la nuit, à diffuser de la musique automatisée, à lire quelques annonces et, occasionnellement, à répondre aux appels des auditeurs insomniaques. C'est un travail calme, presque méditatif. La station où je travaille est dans un vieux bâtiment du centre de Montevideo. Elle a été construite dans les années 40 et est une station de radio depuis lors. Le studio est au 5e étage, une salle insonorisée remplie d'équipements anciens et modernes mélangés. Nous avons des consoles numériques neuves, mais nous conservons également quelques équipements analogiques vintage qui fonctionnent encore parfaitement. Je suis un peu passionné par la technologie radio. Pendant mon temps libre, j'expérimente avec des récepteurs ondes courtes, je cherche des transmissions lointaines, j'écoute des radios amateurs d'autres pays. C'est un hobby fascinant. On ne sait jamais ce qu'on peut capter sur les fréquences les moins fréquentées. Tout a commencé un mardi au début de juillet. C'était une nuit particulièrement froide et pluvieuse, le genre de nuit où Montevideo ressemble à une ville fantôme. Il n'y avait pratiquement personne dans les rues. Mon service avait commencé à 11h du soir et tout se passait normalement. Vers 2h du matin, pendant l'une de mes pauses, j'ai décidé de jouer un peu avec l'un des récepteurs ondes courtes que nous avions dans le studio. C'était un vieux matériel des années 70 que nous gardions plus comme une relique que comme un outil de travail. Mais il fonctionnait encore. J'ai commencé à scanner des fréquences au hasard. Je captais l'habituel. Des stations de radio lointaines en espagnol et en portugais,
quelques-unes en anglais, des radios amateurs discutant de rien en particulier, un peu de statique, du silence sur des fréquences abandonnées. Et alors, à la fréquence 4.625 MHz, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. C'était une voix masculine, parlant en espagnol avec un accent que je n'ai pas pu situer exactement. Mais ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait, qui a attiré mon attention. Il parlait d'un ton monotone, sans inflexion, comme s'il lisait un script. Coordonnées 34 000 Neuville-11 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Puis la transmission s'est coupée, remplacée par de la statique. Je suis resté à regarder le récepteur avec curiosité. Des coordonnées, un objet. Ça sonnait comme une sorte de transmission militaire ou scientifique. Les coordonnées, si je les avais entendues correctement, étaient quelque part dans le Rio de la Plata. J'ai noté la fréquence et les coordonnées dans mon carnet. C'était curieux, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je suis retourné à mon travail habituel. Mais la nuit suivante, à la même heure exacte, la transmission était là encore. Même voix, même message, mot pour mot. Coordonnées 34 000 Neuville-11 Sud, 56 645 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Cette fois, je m'assurais de l'enregistrer sur mon téléphone. J'écoutais l'enregistrement plusieurs fois. La voix était définitivement humaine, masculine, probablement d'âge moyen. Mais il y avait quelque chose dans le ton qui me troublait. C'était trop uniforme, sans respiration audible, sans pause naturelle. Je cherchais les coordonnées sur Google Maps. Elles pointaient vers un endroit au milieu du Rio de la Plata, entre l'Uruguay et l'Argentine. 80 mètres de profondeur semblaient raisonnables pour cette zone. Mais qu'était cet objet? Et qui transmettait des informations à ce sujet? Au cours des jours suivants, la transmission a continué. Chaque nuit à 2 heures du matin exactement, pendant environ 30 secondes, le même message. Il ne changeait jamais. Il ne variait jamais. Je suis devenu un peu obsédé. J'ai commencé à enquêter. J'ai cherché des informations sur des transmissions mystérieuses à cette fréquence. J'ai posé des questions sur des forums de radioamateurs. Certains m'ont dit que cela pourrait être une transmission de chiffres, l'un de ces messages codés que divers gouvernements transmettent pour communiquer avec des agents ou des stations éloignées. D'autres ont suggéré que cela pourrait être une blague, quelqu'un transmettant en boucle. Mais il y avait quelque chose dans cette transmission qui ne correspondait à aucune de ces explications. La qualité de l'audio était trop bonne pour être une vieille transmission en boucle, et le contenu était trop spécifique pour être aléatoire. Une semaine après avoir entendu la transmission pour la première fois, quelque chose a changé. Le message s'est répandu. Coordonnées 34 000 Neuville-11 Sud, 56 145 Ouest. Profondeur estimée, 80 mètres. Objet localisé, nature inconnue. Émet un signal constant sur une fréquence non standard. Recommandation, ne pas s'approcher. Répétez, ne pas s'approcher. Et puis après une pause pleine de statique, mise à jour, l'objet a bougé, nouvelle profondeur, 60 mètres, il est en train de monter. Je répète, il est en train de monter. Si quelqu'un écoute cela, éloignez-vous de la zone. Ce n'est pas sûr. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va vraiment pas. La transmission s'est coupée brusquement. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Monter? Quel type d'objet pouvait se déplacer tout seul sous l'eau? La nuit suivante, j'attendais anxieusement la transmission. À 2 heures du matin, j'ai syntonisé la fréquence. Cette fois, le message était différent, et la voix semblait effrayée. Jour 7. L'objet a émergé partiellement. Nous pouvons le voir maintenant. Ce n'est rien que nous reconnaissions. Ce n'est pas un sous-marin. Ce n'est pas naturel. La structure est géométrique, mais d'une forme qui ne devrait pas exister. Et les sons qu'il émet... Une pause. Respiration lourde et agitée. La première fois que j'entendais une respiration dans ces transmissions. Les sons affectent l'équipage. Certains signalent des maux de tête sévères. D'autres voient des choses qui ne sont pas là. Nous demandons une évacuation immédiate, mais il n'y a pas de réponse du commandement. C'est comme si
comme s'il ne voulait pas que nous sortions, comme si nous étions observés, étudiés. Plus de statique. Puis la voix à nouveau, maintenant chuchotant avec urgence. Si quelqu'un écoute ça, ne venez pas ici. Ne cherchez pas l'objet. C'est un piège. Ça a toujours été un piège. On nous a attirés ici et maintenant. La transmission s'est coupée et elle n'est pas revenue cette nuit-là. Je suis resté assis dans le studio, la chair de poule, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Était-ce réel? Était-ce une sorte de drame radiophonique? Mais qui diffuserait un drame sur une fréquence aussi obscure à 2 heures du matin? Au cours des 3 jours suivants, il n'y a eu aucune transmission sur cette fréquence. Juste du silence et des grésillements occasionnels. J'ai commencé à penser que peut-être c'était fini, que quoi que ce soit, cela avait pris fin. Mais alors, lors de la 4e nuit, la fréquence a repris vie. Cette fois, ce n'était pas la même voix, c'était différent. Plusieurs voix superposées, parlant toutes en même temps, créant un chœur cacophonique et incompréhensible. J'ai essayé de distinguer des mots individuels, mais c'était impossible. C'était comme écouter des dizaines de personnes parlant dans différentes langues simultanément. Espagnol, anglais, portugais et d'autres langues que je ne reconnaissais pas. Et sous toutes ces voix, il y avait un son, un ton bas et pulsant, comme un battement, ou comme quelque chose qui respirait. La transmission a continué pendant 5 minutes complètes. 5 minutes de ce chaos auditif qui m'a fait me sentir physiquement mal. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Je me suis senti étourdi. J'ai dû éteindre le récepteur. Quand je l'ai fait, j'ai réalisé que mon nez saignait. Pas beaucoup, juste un fil de sang qui descendait vers ma lèvre. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai décidé que c'était suffisant. Quoi que soit cette transmission, il n'était pas sain de l'écouter. J'ai décidé d'ignorer complètement cette fréquence. Mais la fréquence ne m'a pas ignoré. 2 nuits plus tard, je travaillais normalement quand notre propre transmission a commencé à avoir des interférences. C'était étrange car notre équipement fonctionnait parfaitement. Les niveaux étaient corrects. Il n'y avait aucune raison technique pour des interférences. Et puis, j'ai commencé à l'entendre. Faible au début, à peine perceptible sous la musique que je diffusais. Ce même ton pulsant, ce battement, il se filtrait dans notre transmission. J'ai révisé tous les équipements frénétiquement. Tout allait bien. Il n'y avait aucune raison pour que nous captions un signal externe. Mais il était là, de plus en plus fort. Et alors les voix ont commencé. Ces mêmes voix superposées, filtrant dans notre fréquence. Nos auditeurs pouvaient les entendre. Mon téléphone a commencé à sonner. Des gens appelaient pour signaler des bruits étranges dans la transmission. C'est juste une interférence technique, leur disais-je. Nous travaillons à le résoudre. Mais je ne savais pas comment le résoudre. J'ai éteint et rallumé les émetteurs. J'ai changé temporairement de fréquence. Rien ne fonctionnait. Les voix étaient toujours là, chuchotant, murmurant, parlant dans ce chœur incompréhensible. Finalement, dans un désespoir, j'ai accordé le récepteur ondes courtes à la fréquence 4,625 MHz. Peut-être que si je comprenais ce qu'était cette transmission, je pourrais trouver un moyen de la bloquer. Ce que j'ai entendu m'a glacé. Ce n'était en plus des voix humaines, c'était autre chose. Quelque chose qui essayait d'imiter des voix humaines, mais qui n'y parvenait pas complètement. Les inflexions étaient fausses, le rythme était antinaturel, et les mots commençaient à former des motifs. Ce n'étaient pas des phrases cohérentes, c'étaient des séquences de mots qui se répétaient, qui s'entrelaçaient, créant quelque chose qui ressemblait à des instructions, comme s'ils programmaient quelque chose, ou quelqu'un. Et alors j'ai entendu mon nom. Andrés, a chuchoté l'une des voix. Andrés écoute, Andrés comprend, Andrés viendra. J'ai éteint le récepteur d'un coup. Mon cœur battait la chamade. Comment savait-il mon nom? Comment une transmission radio pouvait-elle savoir qui écoutait? Le reste de la nuit fut un cauchemar. Les interférences ont continué jusqu'à l'aube. Quand mon remplaçant est arrivé à 7 heures du matin, je lui ai dit que nous avions eu des problèmes techniques pendant la nuit et je suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas bien dormi. J'entendais encore ces voix dans ma tête, ce ton pulsant. Mon nom chuchotait encore et encore. Quand je suis retourné au travail la nuit suivante, mon patron m'attendait dans le studio. Il avait l'air inquiet. « Et Andrés, que s'est-il passé hier soir ?» demanda-t-il. « Nous avons reçu des centaines de plaintes. Les gens disaient avoir entendu des choses perturbantes dans notre diffusion. Certains ont dit que cela leur avait causé des maux de tête, des nausées. Une vieille dame a même dû aller à l'hôpital.
C'était une interférence, expliquai-je. Je ne sais pas d'où cela venait, mais je n'ai pas pu la bloquer. Nos techniciens ont vérifié tout l'équipement aujourd'hui. Ils n'ont rien trouvé de mal. Les émetteurs fonctionnent parfaitement. Il me regarda avec méfiance. Es-tu sûr de n'avoir rien fait? N'as-tu pas expérimenté avec des fréquences que tu ne devrais pas? Comment pouvais-je lui expliquer? Comment pouvais-je lui dire que j'avais écouté une transmission mystérieuse qui connaissait mon nom? Je n'ai rien fait de mal, dis-je. C'était juste une interférence étrange. Mon patron ne semblait pas convaincu, mais il n'avait aucune preuve que j'avais fait quelque chose d'inapproprié. Eh bien, assure-toi que cela ne se reproduise plus. Nous perdons notre crédibilité auprès de nos auditeurs. Cette nuit-là, j'ai travaillé avec anxiété, attendant que les interférences reviennent. Mais elles ne sont pas revenues. La transmission a été propre et claire toute la nuit. Je n'ai pas touché le récepteur à ondes courtes. Je l'ai laissé éteint dans son coin. Je ne voulais pas savoir ce que cette fréquence maudite transmettait. Mais à 2 heures du matin, le récepteur s'est allumé tout seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne l'a touché. J'étais de l'autre côté du studio. Mais le récepteur a pris vie, les lumières se sont allumées, et il s'est automatiquement accordé à la fréquence 4125 MHz. Et la voix est sortie des haut-parleurs, cette voix qui ne sonnait plus humaine. Andrés, nous savons que tu es là. Nous savons que tu écoutes. Tu as écouté depuis le début. Et maintenant, tu fais partie de cela, partie du signal, partie de la transmission. Je me suis levé lentement, marchant vers le récepteur. Je devais l'éteindre, le détruire si nécessaire. Nous ne voulons pas te blesser, continua la voix. Nous voulons juste communiquer. Nous avons transmis pendant si longtemps à chercher quelqu'un qui puisse vraiment écouter. Et toi, tu peux, Andrés. Tu as le don, la sensibilité pour percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Que es-tu? Ai-je demandé à haute voix, me sentant ridicule de parler à un récepteur radio. Il y eut une pause. Puis la voix répondit, et je jure que je pouvais sentir de la satisfaction dans son ton. Nous sommes ce qui reste, ce qui demeure. Nous existons dans les ondes, dans les fréquences que personne ne surveille. Nous sommes des échos de quelque chose qui a été, ou peut-être que nous n'avons jamais été. Il est difficile de se souvenir après tant de temps à transmettre. L'objet dans la rivière? L'équipage? Un point d'ancrage, un parmi tant d'autres. Nous avons besoin de points d'ancrage pour nous manifester dans ta réalité. L'objet en était un. Cette fréquence en est une autre. Et maintenant, tu en es un autre. Un frisson de terreur pure m'a parcouru. Que veux-tu dire? Chaque fois que tu écoutes, tu deviens plus en phase avec nous, plus partie du réseau. Bientôt, tu pourras transmettre aussi, être une voix de plus dans le cœur. C'est un honneur, Andrés. Rejoindre quelque chose de plus grand que toi-même. Non, dis-je fermement. Je ne veux faire partie de rien. J'ai pris le récepteur et l'ai débranché du mur, arrachant le câble. Le récepteur s'est éteint, mais les voix ne se sont pas arrêtées. Elles venaient maintenant des haut-parleurs de notre propre studio, de tous les appareils électroniques dans la pièce. Tu ne peux pas nous éteindre, Andrés. Nous sommes sur toutes les fréquences maintenant. Et surtout, nous sommes en toi. Je me suis bouché les oreilles, mais les voix continuaient. Elles ne venaient pas de l'extérieur. Elles venaient de l'intérieur de ma tête. Ce cœur de voix, ce ton pulsant, tout résonnant dans mon crâne. Je suis tombé à genoux, criant pour étouffer les voix. Je ne sais pas combien de temps j'ai été comme ça. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Finalement, les voix ont commencé à s'estomper, reculant à un murmure lointain. Quand j'ai pu penser clairement à nouveau, j'ai pris mon téléphone et appelé mon patron. Je me fichais qu'il soit tôt le matin. Je démissionne, lui ai-je dit quand il a répondu en bâillant. Avec effet immédiat, je ne retournerai pas à cette station. Quoi, Andrés, que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit. Avec les équipements. Ou avec moi. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas rester là. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. J'ai pris mes affaires personnelles et je suis sorti du studio, laissant tout allumé, les lumières, les équipements, la transmission, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les jours suivants ont été difficiles. Les voix ne sont pas complètement parties. Elles étaient là, au fond de mon esprit, chuchotant constamment. Surtout quand il y avait du silence. Surtout la nuit. J'ai consulté des médecins. Ils m'ont fait des IRM, des évaluations psychiatriques. Ils n'ont rien trouvé de physiquement anormal. Les psychiatres voulaient me prescrire des médicaments, pensant que j'avais des hallucinations auditives. J'ai pris le médicament. Cela a aidé un peu,
Les voix sont devenues plus faibles, mais elles n'ont jamais complètement disparu. Finalement, j'ai cherché de l'aide d'un autre type. J'ai trouvé un homme qui se spécialisait dans des phénomènes inhabituels. Ce n'était pas un prêtre ni un guérisseur exactement. Il se décrivait comme un technicien de la réalité, ce qui sonnait ridicule, mais à ce stade, j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Il s'appelait Esteban et avait un petit atelier rempli d'équipements électroniques rares. Des radios anciennes, des oscilloscopes, des compteurs de fréquences et d'autres dispositifs que je ne reconnaissais pas. Je lui ai raconté mon histoire. J'espérais qu'il se moquerait de moi ou me dirait que j'étais fou. Mais il ne l'a pas fait. Il a écouté attentivement et a hoché la tête de temps en temps. « Vous avez été exposé à une fréquence parasite », a-t-il finalement dit. « Elles sont rares mais existent. Des transmissions qui n'ont pas de source physique au sens traditionnel. Elles existent dans des couches de réalité que nous ne percevons normalement pas. Mais certains individus, en particulier ceux qui travaillent beaucoup avec la technologie de communication, peuvent devenir sensibles à elles. Comment puis-je m'en débarrasser ? Tu ne peux pas te débarrasser complètement. Une fois que tu as synchronisé avec une fréquence parasite, tu auras toujours un certain niveau de connexion. Mais je peux t'aider à la filtrer, à réduire son influence. Il sortit un petit dispositif de la taille d'un ancien Walkman. Cela génère un champ d'interférence spécifique. Tu l'utilises près de ta tête et cela bloque partiellement les fréquences parasites. Il m'a donné l'appareil avec des instructions sur la façon de l'utiliser. Il m'a également donné d'autres conseils. Éviter les endroits avec beaucoup d'équipements électroniques, en particulier les radios. Ne pas écouter les transmissions en ondes courtes. Rester éloigné des fréquences peu communes. Et surtout, a-t-il ajouté, ne réponds jamais, jamais si les voix te parlent directement. N'engage pas de conversation avec elles. Chaque interaction les renforce. J'ai suivi ses conseils religieusement. L'appareil a aidé. Les voix se sont réduites à un murmure occasionnel que je pouvais ignorer la plupart du temps. J'ai trouvé un nouveau travail, loin de tout ce qui est lié à la radio ou aux télécommunications. Je travaille maintenant dans une librairie, un environnement calme et analogique. C'est mieux ainsi. Mais il y a des moments, surtout lors des nuits silencieuses, où je peux encore les entendre. Ce cœur lointain, ce ton pulsant. Et occasionnellement, très occasionnellement, j'entends mon nom murmurer entre la statique. J'ai enquêté davantage sur la fréquence 4125 MHz après tout cela. J'ai découvert que je ne suis pas le seul à avoir signalé des transmissions étranges sur cette fréquence. Il existe des forums entiers d'amateurs de radio discutant de la fréquence maudite. Certains ont entendu des choses similaires à ce que j'ai entendu. D'autres rapportent des expériences différentes mais tout aussi troublantes. La théorie la plus courante est qu'il s'agit d'un type d'expérience militaire ou de renseignement. Des transmissions conçues pour tester de nouvelles méthodes de communication ou peut-être de contrôle mental. Personnellement, je pense que c'est quelque chose de différent, quelque chose de plus ancien et de plus étrange. Je crois qu'il existe des choses qui existent sur les fréquences radio que nous ne comprenons pas. Des entités, des intelligences, ou simplement des phénomènes qui utilisent les ondes électromagnétiques comme moyen d'existence. Et quand nous nous accordons sur les bonnes fréquences, au bon moment, nous pouvons les capter. Je ne sais pas exactement ce que je transmettais à 4625 MHz. Si c'était vraiment une intelligence séparée ou si c'était une sorte de phénomène psychologique amplifié par la technologie. Peut-être que je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses qui émettent sur des fréquences que personne ne surveille. Des messages qui ne sont pas destinés à être entendus par des humains. Et certains de ces messages peuvent te changer si tu les écoutes trop longtemps. Alors, si jamais tu expérimentes avec des radios à ondes courtes, si jamais tu scannes des fréquences au petit matin et que tu trouves quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'a pas de sens, quelque chose qui fait dresser les poils et te donne mal à la tête, éteins-le. Ne continue pas à écouter, n'essaie pas de comprendre, et surtout, ne réponds pas s'il te parle. Parce qu'une fois que tu établis le contact, une fois que tu deviens partie du signal, tu ne te libéreras jamais complètement. Les voix seront toujours là, chuchotant en arrière-plan, attendant le moment où tu baisseras ta garde, attendant à transmettre à travers toi. Ainsi se termine le témoignage qu'Andrés m'a partagé. Il m'a dit qu'il vit maintenant une vie tranquille dans la librairie, qu'il utilise l'appareil de blocage religieusement,
et qu'il a appris à vivre avec le murmure occasionnel qui n'a jamais complètement disparu. Il a quitté la radio professionnelle pour toujours. Si jamais tu as capté des transmissions étranges sur des fréquences que tu ne devrais pas, ou si tu as expérimenté des phénomènes liés à des équipements de communication, partage-le dans les commentaires. Ces histoires me fascinent. Si tu as apprécié ce récit, envisage de t'abonner pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et fais attention aux fréquences que tu tentes de capter. Certaines choses valent mieux qu'on ne les entende pas. On se retrouve pour la prochaine histoire. Infirmier R, qui travaille comme infirmier R de nuit, m'a envoyé ce récit il y a quelques jours. Elle préfère rester anonyme, et je le respecte complètement. Si tu écoutes cela et que tu travailles de nuit, tu comprendras probablement cette sensation de solitude que l'on ressent parfois dans les couloirs vides au petit matin. Si quelque chose d'inexplicable t'est arrivé lors de ton travail de nuit, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par les expériences partagées, surtout celles de ceux qui travaillent quand le reste du monde dort. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à cet infirmier dans un hôpital de Buenos Aires, lors d'une nuit qui a changé à jamais sa façon de voir sa profession. Je travaille comme infirmier R depuis 11 ans. Mon nom n'a pas d'importance, mais mon histoire, oui, parce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre sache ce que j'ai vu cette nuit-là. J'ai besoin que quelqu'un comprenne pourquoi je ne peux plus travailler de nuit. Tout a commencé en septembre 2022. Je travaillais à l'hôpital général San Martin à Buenos Aires. C'était un grand hôpital public, avec plus de 300 lits répartis sur 8 étages. J'étais affecté au 4e étage, l'aile de médecine interne, où nous recevions principalement des patients âgés atteints de maladies chroniques. Le service de nuit était de 10 heures du soir à 6 heures du matin. À cette heure-là, l'hôpital se transformait. L'agitation du jour, médecins qui couraient, familles qui visitaient, le son constant des conversations disparaissait. Il ne restait que le bourdonnement des machines, les bips occasionnels des moniteurs et le silence lourd qui n'existe que dans les hôpitaux la nuit. J'appréciais ce service étrangement. Il payait mieux et il y avait moins de supervision, moins de bureaucratie. On pouvait faire son travail tranquillement, prendre soin de ses patients sans les interruptions constantes du jour. Le 4e étage comptait 40 lits répartis dans 20 chambres. Pendant mon service, il y avait généralement entre 20 et 30 patients hospitalisés. Je travaillais avec une autre infirmière, Daniela, et un médecin de garde qui tournait entre plusieurs étages. La chambre 427 m'avait toujours mis mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien objectivement de mal avec elle. C'était une chambre standard, 2 lits, une fenêtre donnant sur le parking, une salle de bain partagée, les murs typiques, couleur crème institutionnelle. Mais il y avait quelque chose dans l'air de cette chambre, quelque chose de froid, quelque chose qui donnait envie de partir rapidement. Les autres infirmiers le ressentaient aussi. Nous n'en discutions jamais ouvertement, mais je remarquais comment tous évitaient de passer du temps inutilement là-bas. On entrait, on faisait ce qu'on avait à faire, et on sortait. En mis 11 años en ese hospital, había escuchado rumores. Siempre hay rumores en los hospitales viejos. Historias de fantasmas, de pacientes que murieron en circunstancias extrañas, de luces que se encienden solas. Yo nunca les presté atención. Soy un hombre de ciencia. Creo en lo que puedo ver, tocar, medir. O al menos eso creía hasta aquella noche de septiembre. Era un miércoles. Recuerdo que había llovido durante todo el día y la ciudad olía a asfalto mojado. Llegué a mi turno a las 10, como siempre. Me cambié a mi uniforme azul. Revisé los reportes del turno anterior y comencé mis rondas. Esa noche teníamos 23 pacientes. La mayoría estaban estables. Algunos dormían con ayuda de sedantes. Otros miraban televisión en sus habitaciones, el resplandor azulado iluminando sus rostros cansados. La chambre 427 avait 2 patients. Sur le lit A se trouvait M. Germán Flores, un homme de 72 ans souffrant d'insuffisance cardiaque congestive. C'était un patient doux, toujours souriant malgré son état. Sur le lit B se trouvait Mme Béatrice Navarro, 84 ans,
en train de se remettre d'une pneumonie. Je suis entré dans la chambre vers 11 heures pour vérifier ses signes vitaux. Monsieur Flores était éveillé, lisant un livre sous la lumière tamisée de sa lampe individuelle. « Bonsoir, Don German », ai-je dit avec un sourire. « Comment vous sentez-vous ?»« Bien, bien », a-t-il répondu d'une voix rauque. « Je ne peux pas dormir. Le cœur bat très vite ce soir. » J'ai vérifié son moniteur. Effectivement, il avait une tachycardie légère. Rien d'alarmant, mais notable. « Vous avez mal aux poitrines ?»« Non, il bat juste vite. Et il y a autre chose. » Il a hésité. « Que se passe-t-il ? Ressentez-vous qu'il fait froid ici ?» Maintenant que je le mentionnais, oui. La chambre était considérablement plus froide que le reste de l'étage. Je pouvais voir ma propre respiration formée de petits nuages. Je vais vérifier le thermostat, ai-je dit. Le climatiseur doit être réglé très haut. Ce n'est pas seulement ça, dit M. Flores en baissant la voix. C'est que, voyez-vous cette femme dans le coin? Mon sang s'est glacé plus que la pièce. Quelle femme, Don German? Il désigna le coin le plus sombre de la pièce, près de la salle de bain. Cette femme, celle qui est là-bas, elle est là depuis environ 1 heure, juste à me regarder. Au début, j'ai pensé que c'était une infirmière, mais elle ne bouge pas. Elle ne dit rien. Je regardais dans la direction qu'il indiquait. Il n'y avait personne. Don German, il n'y a personne là-bas. Peut-être que la médication lui fait voir des choses. C'est normal. Je sais ce que je vois, insista-t-il d'une voix ferme malgré son âge. C'est une jeune femme, très pâle, avec une chemise de nuit d'hôpital, et elle me regarde fixement. Vraiment, vous ne la voyez pas? Un frisson me parcourut le dos. J'essayais de garder mon calme professionnel. Je ne vois personne, Don German, mais je vais appeler le médecin de garde pour qu'il vérifie votre médication, d'accord? Il acquiesça, mais continuait à regarder vers ce coin avec des yeux très grands. Je suis sorti de la chambre plus vite que prévu. Dans le couloir, je suis tombé sur Daniela. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Tu as l'air pâle. » Le patient de la 427 a des hallucinations. Il dit voir une femme dans la chambre. Daniela fronça les sourcils. « La 427 ? Encore cette chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par « encore » Elle baissa la voix. « Nous ne voulons pas parler de ça parce que ça paraît ridicule, mais plusieurs patients qui ont été dans cette chambre rapportent de voir une femme. Toujours la même description. Jeune, pâle, avec une chemise d'hôpital. Certains disent qu'elle ne fait que les regarder. D'autres disent qu'elle s'approche d'eux pendant la nuit. Et vous ne l'avez jamais signalé ? Signalé quoi ? Que les patients âgés, beaucoup d'entre eux atteints de démence ou sous médication forte, ont des hallucinations. Ce n'est pas exactement inhabituel dans un hôpital. J'avais raison, mais quelque chose dans mon estomac me disait que c'était différent. « As-tu déjà découvert l'histoire de cette chambre ?» ai-je demandé. Daniela haussa les épaules. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, il y a des années, peut-être dans les années 80 ou 90, une jeune patiente y est morte. Quelque chose à propos d'une complication chirurgicale. Mais ce ne sont que des rumeurs. Tu sais comment c'est, il y a toujours des histoires. » Minuit passa. Je fis mes rondes habituelles. Tout était calme. Les patients dormaient ou se reposaient. Les machines bourdonnaient leur symphonie constante. À 1 heure du matin, l'alarme de la chambre 427 retentit. Je courais là-bas. Le moniteur de M. Flores montrait une tachycardie sévère. Quand je suis entré, il était assis sur le lit, appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel, les yeux écarquillés et la respiration haletante. « Il s'est approché de mon lit !» criait-il. Il était juste ici, en train de me regarder, si près que je pouvais voir son visage. « Calmez-vous, monsieur German, s'il vous plaît », dis-je en vérifiant rapidement ses signes vitaux. Son cœur bat vite. J'ai besoin qu'il respire profondément. Je ne deviens pas fou, insista-t-il. Il était là, aussi réel que vous maintenant. Madame Navarro s'était réveillée avec la commotion. « Que se passe-t-il? Que criez-vous » demanda-t-elle confuse. « Tout va bien, Madame Béatrice. Monsieur German a simplement fait un cauchemar. » Ce n'était pas un cauchemar. Monsieur Flores m'a attrapé le bras avec une force étonnante. « Écoutez-moi bien, jeune homme. Cette femme n'est pas une hallucination, elle est réelle, et elle veut quelque chose. » « Que veut-elle » ai-je demandé, plus pour le calmer que parce que je croyais vraiment ce qu'il disait. Je ne sais pas, mais quand il s'est approché, il a ouvert la bouche comme s'il allait parler. Et j'ai pu voir, il hésita, tremblant. Il n'avait pas de langue.
Sa bouche était vide, juste l'obscurité. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre sauf par les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente morte dans cette chambre, il devait y avoir un enregistrement. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol, où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. J'ai éteint les lumières et je suis resté là, dans l'obscurité, avec l'oreille collée au mur. Au début, rien. Juste le son étouffé des moniteurs de l'autre côté. Puis, je l'ai entendu. Doucement au début, presque imperceptible. Des pleurs, un sanglot étouffé, comme si quelqu'un essayait de pleurer sans faire de bruit. Cela venait de la chambre 427. Je me suis éloigné du mur, le cœur battant à tout rompre. Était-ce Monsieur Flores, Madame Navarro? Mais cela semblait différent, plus jeune, plus désespéré. Je suis sorti de la chambre 425 et j'ai marché vers la 427. Les pleurs devenaient plus forts. Cela venait définitivement de là. J'ai posé ma main sur la poignée, hésitant. Puis, les pleurs se sont arrêtés brusquement. Et une voix, claire, féminine, désespérée, a parlé de l'autre côté de la porte. « Aide-moi !» Ma main s'est figée sur la poignée. Ce n'était pas la voix de Madame Navarro. Ce n'était pas celle de Monsieur Flores. C'était une autre personne. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas leur dire. Aidez-moi. Poussez la porte lentement. La pièce était éclairée uniquement par la lumière tamisée des moniteurs. Monsieur Flores dormait profondément, sédaté. Madame Navarro dormait également, sa respiration régulière et calme. Il n'y avait personne d'autre. Mais la température était glaciale. Mon souffle formait des nuages denses devant mon visage. Et alors je l'ai vu. Dans le coin, où Monsieur Flores avait indiqué quelques heures plus tôt, il y avait une silhouette. C'était une jeune femme, exactement comme on l'avait décrite. Pâle, trop pâle, avec une chemise d'hôpital qui semblait décolorée. Ses cheveux foncés tombaient sur ses épaules, et elle me regardait avec des yeux qui semblaient infiniment tristes. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais que la regarder. Elle fit un pas vers moi, puis un autre. Ses pieds ne faisaient pas de bruit sur le sol. Elle ouvrit la bouche et essaya de parler, mais comme Monsieur Flores l'avait dit, elle n'avait pas de langue, juste l'obscurité dans sa bouche, juste le silence. L'image était si vivante, si précise qu'elle m'a fait douter. Pourquoi inventer ce détail? Je lui ai administré un léger sédatif sur ordre du médecin de garde. Monsieur Flores s'est finalement calmé et s'est endormi. Mais avant de fermer les yeux, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Ne travaillez plus dans cette chambre. Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose qui n'a pas trouvé la paix. Je suis sorti de la chambre en me sentant inquiet. Le couloir était sombre, sauf pour les lumières de secours. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation et mes propres pas sur le linoléum. J'ai décidé de vérifier les dossiers. S'il y avait vraiment une jeune patiente décédée dans cette chambre, il devait y avoir une trace. Je suis descendu à la salle d'archives au sous-sol où nous conservions les anciens dossiers qui n'avaient pas encore été numérisés. Avec l'aide d'une employée administrative qui travaillait de nuit, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avril 1994. Patiente, Sofia Romero. Âge, 26 ans. Chambre, 427. Sofia était entrée pour une chirurgie de la thyroïde de routine, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Pendant l'opération, il y a eu des complications avec l'anesthésie. Elle a subi des lésions cérébrales par manque d'oxygène et est restée dans un état végétatif. Elle a été maintenue en vie par un support vital dans la chambre 427 pendant 3 mois pendant que sa famille décidait quoi faire. Finalement, ils ont débranché les machines.
Sofia est morte dans cette chambre à 2h47 du matin, le 15 juillet 1994. Il y avait une note dans le dossier, écrite à la main par une infirmière, patient lucide dans les dernières minutes avant le décès. Elle a essayé de parler mais n'a pas pu en raison des lésions neurologiques. Elle semblait anxieuse. Elle est morte les yeux ouverts. J'ai fermé le dossier avec des mains tremblantes. Sofia Romero, 26 ans. Toute une vie devant elle, arrachée par une erreur médicale. Je suis retourné au 4e étage. Il était 2h du matin. Tout était calme. Je suis passé devant la chambre 427. La porte était fermée. Je pouvais entendre le doux ronflement de Monsieur Flores. J'ai décidé de faire quelque chose qui était probablement une stupidité. J'ai entré dans la chambre vide à côté, la 425, qui partageait un mur avec la 427. Je voulais écouter s'il y avait quelque chose d'inhabituel, un son qui pourrait expliquer les visions des patients. Mais d'une certaine manière, j'ai entendu sa voix dans mon esprit. Ce n'étaient pas des mots, c'était des sentiments, désespoir, peur, frustration, la terreur absolue d'avoir quelque chose d'urgent à dire et de ne pas pouvoir le faire, d'être piégé, invisible, ignoré. Je voulais lui dire quelque chose, je voudrais qu'il sache. Elle a tendu la main vers moi, je tremblais. Et alors, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, dans l'obscurité, avec les jambes qui tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Je suis sorti de la pièce et je suis allé directement au fichier de mon ordinateur. J'ai cherché tout ce que je pouvais sur Sofia Romero. J'ai appelé une collègue qui avait travaillé à l'hôpital dans les années 90. Je lui ai demandé des nouvelles du dossier. « Oh, ce cas », dit-il avec un soupir. « C'était terrible. Erreur d'anesthésie. L'anesthésiste a mal dosé. La fille est restée dans un état végétatif. Mais le pire, c'est qu'il y avait des preuves qu'elle pouvait entendre, qu'elle était consciente là-dedans, piégée dans son propre corps, mais personne ne s'en est rendu compte. Elle est morte consciente mais incapable de communiquer. C'était l'horreur. Sofia était consciente pendant 3 mois, écoutant tout, ressentant tout, mais totalement incapable de bouger ou de parler. Et elle est morte ainsi, avec quelque chose à dire mais sans moyen de le faire. Était-ce cela qui restait? Son désespoir de communiquer, si fort qu'il transcendait la mort? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que cette nuit-là, après ma rencontre, quelque chose a changé dans la chambre 427. Les patients ont cessé de rapporter des visions. La température est revenue à la normale. C'était comme si enfin quelqu'un l'avait entendu, comme si cela suffisait. Mais je n'ai pas pu continuer à y travailler. J'ai demandé mon transfert en équipe de jour. Et après 6 mois, j'ai quitté cet hôpital complètement. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais, son expression désespérée, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux, ses mains tendues, suppliant. Maintenant, je travaille dans un nouvel hôpital, plus moderne, sans histoire, sans chambres hantées. Mais parfois, dans le silence profond de la nuit, quand je suis seul dans les couloirs, j'entends un cri lointain. Et je me demande combien d'autres voix sont là dehors, piégées, attendant désespérément que quelqu'un les entende. Combien d'histoires sont restées non racontées? Combien de supplications sont restées sans réponse? Voici le témoignage que cet infirmier m'a partagé. Il m'a dit qu'écrire cela l'avait aidé à traiter ce qu'il avait vécu, même s'il n'a pas encore toutes les réponses. Si vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous avez déjà ressenti des présences dans des endroits où il y a eu de la souffrance, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être validées, elles doivent être écoutées. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Prends bien soin de toi et repose-toi bien. On se retrouve à la prochaine. Cette histoire m'a été racontée par une auditrice nommée Sofia, qui vit à Santiago du Chili. Ce qu'elle m'a raconté sur son voisin de l'appartement d'à côté est quelque chose de si courant au début que n'importe qui pourrait le vivre. Et c'est précisément pour cela que c'est si perturbant. Si vous avez déjà entendu des choses étranges à travers les murs de votre appartement, des bruits qui n'ont aucun sens, des voix qui ne devraient pas être là, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires.
Parfois, ce qui est le plus effrayant, c'est ce qui se passe juste de l'autre côté d'un mur aussi fin que du papier. Voici maintenant l'histoire de Sofia et des 6 mois qu'elle a passé à vivre à côté de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je m'appelle Sofia, j'ai 28 ans, et il y a 8 mois, j'ai déménagé de mon appartement à Santiago. J'ai perdu la caution, perdu de l'argent dans un déménagement précipité, et maintenant je paye presque le double de loyer pour un endroit plus petit. Mais cela ne me dérange pas, parce que je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cet endroit. Je ne pouvais pas continuer à vivre à côté de lui. J'ai trouvé l'appartement en mars 2023. Il était parfait pour mon budget. Un environnement dans le quartier de Ñuñoa, au 2e étage d'un vieux bâtiment mais bien entretenu. Il avait une bonne lumière naturelle, était proche du métro et le bâtiment était calme. Principalement des personnes âgées et quelques jeunes couples sans enfants. L'appartement voisin était vide lorsque j'ai emménagé. Le concierge, Don Guillermo, m'a dit que le locataire précédent était parti il y a environ 1 mois. « Tu sais pourquoi il est parti ?» ai-je demandé, plus par curiosité que par inquiétude. Don Guillermo haussa les épaules. Il n'a pas donné de raison. Il a simplement dit qu'il devait partir d'urgence. Il a payé la pénalité pour rupture de contrat et est parti en 2 jours. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les gens déménagent tout le temps pour le travail, des problèmes personnels, peu importe. Le département voisin est resté vide pendant mes 3 premières semaines. C'était agréable, silencieux. Je pouvais travailler à la maison sans distraction. Je suis graphiste indépendante et bien dormir la nuit. Mais alors, à la fin mars, quelqu'un a emménagé dans l'appartement adjacent. Je l'ai su parce que j'ai entendu le bruit de meubles being tirés, des voix de déménageurs, le genre de bruit d'un déménagement. C'était un samedi après-midi. J'ai décidé d'être gentille et d'aller me présenter une fois qu'ils auraient fini. J'ai frappé à la porte vers 18 h. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Rien. Je pouvais entendre une télévision ou une radio allumée à l'intérieur, donc je savais qu'il y avait quelqu'un. Peut-être était-il fatigué du déménagement et ne voulait pas répondre. Je l'ai compris. Cette nuit-là, vers 11 h, j'ai entendu de la musique. Pas fort, mais suffisamment clair pour traverser le mur que nous partagions. C'était de la musique ancienne, des années 50 ou 60. Des chansons en espagnol qui ressemblaient à des boleros. Bon, j'ai pensé, mon voisin a des goûts musicaux rétro. Ce n'est pas un problème. Ce n'était pas si fort que ça pour déranger. Mais la musique a continué. 11h30, minuit, minuit 30, 1 h du matin. À 2 h du matin, j'ai finalement frappé le mur. Hé, il est très tard. Baisse la musique. La musique s'est arrêtée immédiatement. Merci, murmurai-je, et je me suis rendormi. La nuit suivante, dimanche, la musique a recommencé. Même heure, 11 h du soir, les mêmes chansons anciennes. Et cela a continué jusqu'à 2 h du matin, quand j'ai de nouveau frappé le mur. Cela est devenu un schéma. Chaque nuit, de 11 h du soir à 2 h du matin, toujours la même musique. Elle s'arrêtait toujours quand je frappais le mur. Après 1 semaine de cela, j'ai décidé d'affronter mon voisin directement. J'ai frappé à sa porte un mardi après-midi. Cette fois, quelqu'un a répondu. La porte s'est à peine entr'ouverte. J'ai pu voir une partie d'un visage. Un homme, peut-être dans la quarantaine, avec une barbe négligée et des yeux fatigués. Oui, sa voix était rauque, comme s'il venait de se réveiller. « Bonjour, je suis Sofia, j'habite dans l'appartement voisin. Je voulais simplement me présenter et aussi, enfin, la musique le soir est un peu forte. Pourriez-vous baisser le volume après 11 h ?» Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes sans cligner des yeux. « Je ne mets pas de musique, a-t-il finalement dit. « Quoi ? Si, tu mets de la musique. Toutes les nuits, chansons anciennes, boleros. Je ne mets pas de musique. Je ne mets jamais de musique. Mais je l'entends clairement à travers le mur. Ce n'est pas moi, dit-il, et il ferma la porte au visage. Je suis resté là, confuse et énervée. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi évident? Ce soir-là, à 11 h précises, la musique recommença. Cette fois, j'ai prêté plus attention. Elle venait définitivement du département d'à côté. Je pouvais l'entendre plus fort quand je mettais mon oreille contre le mur partagé. Mais il y avait autre chose. Entre les chansons, je pouvais entendre des voix. Comme si des gens discutaient. Une voix masculine et une voix féminine, parlant à voix basse, riant occasionnellement. Mon voisin avait-il des visites? C'est pourquoi il a nié mettre de la musique.
Était-il gêné d'avoir des fêtes nocturnes? À 2 heures du matin, j'ai frappé le mur plus fort que d'habitude. La musique s'est arrêtée, mais les voix ont continué. Maintenant, elles semblaient différentes. Elles ne discutaient plus. Elles ressemblaient à une dispute. La voix féminine s'élevait, agacée. La masculine répondait sur un ton dur. Et alors, j'ai entendu quelque chose qui a fait hérisser ma peau. Un cri aigu féminin coupé brusquement. Puis, silence total. Je me suis levé du lit, le cœur battant rapidement. Est-ce que je viens d'entendre ce que je pensais avoir entendu? Devrais-je appeler la police? J'ai attendu, l'oreille collée au mur. Rien. Silence complet. Peut-être regardait-il un film. Peut-être que c'était quelque chose à la télévision. Cela avait du sens. Mais je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Le lendemain matin, mercredi, je suis sorti tôt pour travailler dans un café. J'avais besoin de quitter l'appartement. Quand je suis rentré l'après-midi, j'ai croisé Don Guillermo dans le hall. Don Guillermo, connaissez-vous le nouveau locataire de l'appartement à côté du mien? Celui du 2B? Oui, bien sûr. Monsieur Munoz. Pourquoi? Il vit seul? Oui, autant que je sache. Y a-t-il un problème? C'est que j'entends des voix la nuit, comme si j'avais des visites, et de la musique forte. Don Guillermo fronça les sourcils. C'est étrange. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. En fait, je le vois presque jamais sortir. Il sort très tôt le matin, vers 6 heures, et revient tard le soir. Il est très réservé. Et avant lui, le locataire précédent, était-il aussi bruyant? Don Guillermo hésita. Écoutez, je n'aime pas parler des locataires, mais celui qui vivait avant Monsieur Munoz se plaignait aussi de bruit, mais des bruits venant de l'appartement quand il était vide. Il disait entendre des choses à travers le mur. Quel genre de choses? De la musique, des voix, des pas. Mais quand je rentrais vérifier l'appartement vide, il n'y avait jamais rien. Je pensais que j'imaginais des choses, ou que les sons venaient d'ailleurs et qu'ils se trompaient. Un frisson me parcourut. Combien de locataires ont vécu dans mon appartement ces dernières années? Dans ton appartement, le 2A, tu as été la 5e locataire en 3 ans. 5e, pourquoi les autres sont-ils partis? Différentes raisons. Mais, maintenant que tu le mentionnes, plusieurs se sont plaints de bruit gênant, du département voisin. Et le 2B, combien de locataires a-t-il eu? Don Guillermo se gratta la tête. Monsieur Munoz est le 3e en 6 mois. Avant lui, il y avait un jeune couple qui est resté 2 mois. Et avant, un étudiant qui est parti après 3 semaines. Quelque chose n'allait pas. Il y avait un motif ici. Ce soir-là, j'ai décidé d'enregistrer. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer du son toute la nuit. Je l'ai laissé sur la table de nuit près au mur partagé. À 11 heures précises, la musique a commencé ponctuellement. L'enregistrement l'a capté clairement. Ancienne chanson en espagnol. Boleros, comme je l'avais pensé. Et les voix. L'enregistrement les a aussi captées. Une conversation entre un homme et une femme, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. Amical au début, puis plus tendu, ensuite argumentatif, et à 2h17 du matin, le cri, parfaitement capté dans l'enregistrement. Un cri féminin d'une peur absolue, suivi d'un coup sourd, et puis le silence. Le lendemain matin, j'ai pris l'enregistrement et je suis allé directement à la police. Le policier qui m'a reçu a écouté l'enregistrement avec une expression sérieuse. Et vous dites que cela vient de l'appartement de votre voisin? Oui, toutes les nuits. La même séquence. Musique, conversation, dispute, cris. Avez-vous vu votre voisin avec une femme? Non. Le concierge dit qu'il vit seul. Mais il y a clairement quelqu'un d'autre là-bas, où il reçoit différentes visites chaque nuit. Le policier a noté l'adresse. Nous allons faire une visite de vérification, juste pour s'assurer que tout va bien. Je suis retourné dans mon appartement avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Finalement, quelqu'un allait enquêter. Cet après-midi, 2 policiers sont arrivés à l'immeuble. Je regardais à travers le judas de ma porte pendant qu'ils frappaient au 2B. Mon voisin, Monsieur Munoz, a ouvert la porte. Les policiers ont parlé avec lui. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai vu qu'ils le laissaient entrer dans l'appartement. Ils sont restés à l'intérieur environ 15 minutes. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont passés devant ma porte.
J'ai frappé et suis sorti pour leur parler. Et alors? Avez-vous trouvé quelque chose? L'un des policiers a secoué la tête. Monsieur Munoz vit seul. Il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Il n'y a pas de signe de violence ou de problème. Il dit qu'il ne met pas de musique le soir parce qu'il se couche tôt à cause de son travail. Mais j'ai l'enregistrement. Nous l'écoutons. Mais le département est vide à l'exception de lui. Et il nie être la source du bruit. Alors, d'où vient-il? L'autre policier haussa les épaules. Cela pourrait venir d'un autre département. Le son voyage de manière étrange dans les vieux bâtiments. Il pourrait sembler venir de côté alors qu'en réalité, il vient d'en haut, d'en bas ou de l'autre extrémité du bâtiment. Mais c'est tant évident. Ça vient juste de l'autre côté de ce mur. Mademoiselle, nous avons enquêté et n'avons trouvé aucune preuve d'un crime ou d'un trouble. Si le bruit continue, vous pouvez déposer une plainte officielle auprès de la gestion de l'immeuble. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Ils sont partis. Je suis resté frustré et confuse. Cette nuit-là, j'ai mis mon oreille directement contre le mur à exactement 11 heures. La musique a commencé. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je suis sorti de mon appartement et je suis allé dans le couloir. J'ai mis mon oreille contre la porte du 2B. Je n'entendais rien. Aucune musique, aucune voix. Silence complet. Mais quand je suis retourné dans mon appartement et que j'ai mis l'oreille contre le mur partagé, là était, clair comme de l'eau, la musique, les voix. Comment était-ce possible? J'ai décidé de faire une expérience. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer dans mon appartement et j'ai emprunté le téléphone d'une amie pour enregistrer simultanément dans le couloir, devant le 2B. À 11 heures du soir, les deux téléphones enregistraient. Le lendemain matin, j'ai vérifié les deux enregistrements. L'enregistrement de mon appartement a tout capté. Musique, voix, le cri à 2h17 du matin. L'enregistrement du couloir n'a rien capté, juste du silence. Des bruits occasionnels de tuyaux, rien d'autre. Les sons n'existaient qu'à l'intérieur de mon appartement. Ils ne pouvaient être entendus que de mon côté du mur. Cela n'avait aucun sens physique. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'immeuble. Il a été construit en 1962. Il a eu plusieurs propriétaires au fil des décennies. La plupart des registres étaient difficiles à obtenir. Mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives de journaux de la Bibliothèque nationale. En 1968, il y a eu un meurtre dans cet immeuble. Une jeune femme de 24 ans, nommée Alicia Ramirez, a été assassinée par son petit ami dans l'un des appartements. Il l'avait étranglée lors d'une dispute. Il l'a tuée vers 2 heures du matin. Les voisins ont entendu des cris mais ont pensé que ce n'était qu'une dispute de couple et n'ont pas intervenu. Le petit ami a été arrêté, condamné et était mort en prison des années plus tard. L'article ne précisait pas exactement quel appartement. Il disait seulement « 2e étage, unité B, 2B », l'appartement de Monsieur Munoz. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Était-ce possible? Écoutais-je un écho du passé? Une résonance résiduelle de cette nuit horrible de 1968. Mais cela n'expliquait pas pourquoi je l'entendais seul. Pourquoi seulement depuis mon appartement? Pourquoi Monsieur Munoz, qui vivait exactement à l'endroit où cela s'était passé, n'entendait rien? Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose de stupide. À 2h15 du matin, alors que je savais que la scène allait atteindre son apogée, je suis sorti de mon appartement et j'ai frappé fort à la porte du 2B. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Monsieur Munoz était en pyjama, les yeux somnolents et confus. Que se passe-t-il? Pourquoi frappez-vous à cette heure? Vous ne l'entendez pas, ai-je dit presque en criant. La musique, les voix, ils sont en train de se disputer en ce moment même. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix. Juste vous, criant à ma porte à 2 heures du matin. Laissez-moi entrer, laissez-moi passer et je vous le prouverai. Absolument pas, allez-vous-en ou j'appelle la police. Et il ferma la porte. Je mis mon oreille contre sa porte. Silence, total. Je retournai dans mon appartement. Je mis l'oreille contre le mur. Les voix étaient là, criaient maintenant, se disputaient violemment. Et puis, le cri, le coup, le silence. Mais seul moi pouvais l'entendre. Les jours suivants furent un enfer. Je ne pouvais pas dormir. Le manque de sommeil m'affectait. Je faisais des erreurs dans mon travail. Je me voyais amaigri. Et puis, une nuit, quelque chose changea. C'était un vendredi, 11 heures du soir. La musique commença comme d'habitude.
Mais cette fois, après quelques minutes, j'entendis quelque chose de nouveau. La voix féminine, très claire, disant mon nom. Sophia. Je restais figé. Sophia, peux-tu m'entendre? Cela ne s'était jamais produit auparavant. C'était toujours la même conversation, la même dispute, la même séquence. Il ne m'avait jamais parlé directement. Alicia, chuchotai-je. Es-tu Alicia Ramirez? Tu sais enfin mon nom. J'ai essayé de te joindre. Tu es la première à vraiment écouter. Que veux-tu? J'ai besoin que tu connaisses la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui continue de se passer. Quelle vérité? Il ne s'est pas allé. Après m'avoir tué, après être allé en prison, après être mort, il ne s'est pas allé. Il est toujours là, dans cet appartement. Et chaque fois qu'une nouvelle personne emménage à côté, je l'entends. J'entends comment il planifie, comment il attend, comment il prépare. Prépare quoi? Pour le refaire. Il ne s'est jamais repenti. Il a seulement regretté qu'on l'ait attrapé. Et maintenant qu'il est mort, qu'il ne peut plus être capturé, il veut le refaire. Et encore. Et encore. Monsieur Munoz. C'est juste le récipient le plus récent. Il ne le sait pas encore. Mais chaque nuit, pendant qu'il dort, il entre, il s'installe, peu à peu. Et un jour, Monsieur Munoz se réveillera et ne sera plus Monsieur Munoz. Il sera lui, Roberto, mon assassin, et il cherchera quelqu'un de nouveau. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es la suivante. Je t'ai vu. Comment il te regarde quand tu sors? Comment il trouve des excuses pour rester dans le couloir quand tu es là? Il t'a déjà choisi. Il attend juste le bon moment. Mon sang s'est glacé. Je me suis rappelé les rares fois où j'avais croisé Monsieur Munoz dans le couloir. Comment ses yeux me suivaient une seconde de plus que la normale. Comment parfois, je le sentais regarder par sa lucarne quand je sortais. Tu dois partir. Maintenant. Ce soir. N'attends pas. Une fois que je serai complètement installé, il sera trop tard. Et personne ne te croira. Comme personne ne m'a cru quand je demandais de l'aide avant qu'il ne me tue. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je te libérer? Tu ne peux pas. Je suis piégé ici, condamné à revivre ma mort chaque nuit. Mais toi, tu peux te sauver. Pars maintenant. La voix s'est dissipée. La musique a continué quelques minutes de plus, puis s'est arrêtée. Je n'ai pas attendu jusqu'au matin. J'ai fait mes valises avec l'essentiel cette même nuit. À 4 heures du matin, je suis sorti de l'appartement silencieusement. En fermant ma porte à clé, j'ai entendu quelque chose qui a confirmé chaque mot d'Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre, algo en su postura, en sus ojos. Era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí. Solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba. Solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 mois plus tard, j'ai appris par Don Guillermo, à qui j'avais donné mon numéro, que Monsieur Munoz avait été arrêté. Une jeune femme de l'immeuble l'avait dénoncé pour harcèlement. Ils avaient retrouvé des photos d'elle dans son appartement, des photos prises à son insu. L'enquête a révélé qu'il avait des antécédents, des accusations précédentes de harcèlement. Rien qui ait conduit à une condamnation, mais un schéma clair. La femme a eu de la chance. Elle l'a dénoncé à temps. Don Guillermo m'a aussi dit que mon ancien appartement, le 2A, était toujours vide. Personne n'y était resté plus de 2 semaines depuis mon départ. Tout le monde se plaignait de la même chose, bruit, voix, musique la nuit. Et tous étaient éventuellement harcelés par le locataire du 2B, car Roberto est toujours là, cherchant, attendant, utilisant toute âme assez malchanceuse pour emménager au 2B comme son véhicule. Et Alicia est toujours piégée, condamnée à revivre son meurtre chaque nuit, essayant désespérément d'avertir les nouvelles locataires avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ça fonctionne. Parfois, comme moi, elles écoutent à temps. D'autres fois, je préfère ne pas penser aux autres fois. C'était tout ce que Sophia voulait partager.
Elle m'a dit qu'elle vit maintenant dans un immeuble neuf, plus moderne, où elle vérifie soigneusement tous ses voisins avant de signer un contrat. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu as senti que quelque chose essayait de t'avertir, où les sons que tu entendais étaient des messages désespérés, laisse un commentaire. Parfois, les victimes du passé essaient de protéger celles du futur, et parfois, écouter ces avertissements peut te sauver la vie. Prends soin de toi, vérifie toujours tes voisins, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'est parvenue d'une abonnée au Chili nommée Sofia. Ce qu'elle a vécu il y a 4 ans avec une poupée ancienne qu'elle a achetée dans un marché aux puces l'a amenée à chercher de l'aide auprès de personnes qui comprennent les objets maudits. Si vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui vous a ensuite fait regretter, quelque chose qui a eu des conséquences inattendues dans votre vie, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Ce qui est arrivé à Sofia prouve que certains objets peuvent porter plus que de l'histoire. Ils peuvent porter quelque chose de beaucoup plus sombre et dangereux. Je m'appelle Sofia, j'ai 42 ans et je vis à Valparaíso, au Chili. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 4 ans, mais les cicatrices émotionnelles sont toujours avec moi jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire sur une poupée. Ça semble idiot quand je le dis ainsi, comme si c'était un conte pour enfants, mais il n'y a rien d'enfantin dans ce que cette chose a fait à ma famille. Je suis collectionneur d'antiquités. C'est un hobby que j'ai hérité de ma grand-mère. J'adore parcourir les marchés aux puces, les foires d'antiquités, les magasins d'occasion. Je cherche des objets avec une histoire, avec du caractère. Des meubles anciens, des livres anciens, de la vaisselle en porcelaine, des photographies jaunies. Chaque objet a une histoire, et j'aime les imaginer. Ma maison est comme un petit musée. Chaque pièce est remplie de trésors que j'ai collectés au fil des ans. Mon mari Rodrigo le tolère, bien qu'il se plaigne parfois qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles choses. Mes 2 filles, Isidora, 14 ans, et Valentina, 11 ans, ont grandi entourées d'antiquités. Pour elles, il était normal de vivre avec des meubles du début du siècle et des tableaux d'époque passée. Tout a changé un samedi d'avril 2019. J'étais allé à un marché aux puces au port. C'était l'un de ces grands marchés où des centaines de vendeurs installent leurs stands avec toutes sortes de choses. Trésors et déchets mélangés sans ordre ni concert. Je révisais un stand de vieux meubles quand je l'ai vu. C'était une poupée en porcelaine, du type fabriqué à la fin du 19e siècle. Elle mesurait environ 60 cm de hauteur. Elle avait des cheveux blonds en mohair véritable, bouclés et soigneusement coiffés. Sa robe était en dentelle blanche, jaunie par les années mais toujours élégante. Des chaussures en cuir noir avec de petites boucles. Mais c'était son visage qui attirait l'attention. La porcelaine était d'une qualité exceptionnelle, peinte à la main avec des détails incroyables. Elle avait des yeux en verre bleu clair qui brillaient d'une profondeur étrange. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge pâle, formant un sourire subtil. Ses joues avaient un léger rougissement. Elle était belle, perturbamment belle. Elle est ancienne, dit le vendeur en remarquant mon intérêt. C'était un homme âgé d'environ 70 ans, avec des mains tremblantes et une voix rauque, de 1890 à peu près, fabriquée en Allemagne. Ces poupées étaient des jouets pour les filles riches à cette époque. « D'où l'as-tu obtenu ?» demandai-je en examinant la poupée de plus près. Elle n'avait pas de signe de fabricant visible, ce qui était étrange pour une poupée de cette qualité. Le vendeur hésita. « D'un héritage. Une vieille dame est morte, et sa famille a tout vendu. J'ai acheté plusieurs choses de la maison. » Il baissa la voix. « Honnêtement, je veux me débarrasser de cette poupée. Elle me donne des frissons. Mais elle est précieuse. Alors j'ai pensé que quelqu'un voudrait l'acheter. »« Pourquoi te donne-t-elle des frissons ?» demandai-je avec curiosité. Il haussait les épaules. « Je ne sais pas, juste quelque chose en elle, la façon dont elle te regarde. J'ai eu des cauchemars depuis que je l'ai chez moi. » Il rit nerveusement. « C'est probablement des bêtises de vieux, mais quand même, je préfère la vendre. J'aurais dû écouter cet avertissement. J'aurais dû laisser la poupée là et continuer mon chemin. Mais elle était trop belle, trop parfaite pour ma collection. Combien ? Ai-je demandé. Il a nommé un prix ridiculement bas pour une poupée ancienne de cette qualité. J'ai presque eu honte d'accepter. Mais j'ai accepté, payé. Et j'ai ramené la poupée chez moi enveloppée dans du papier journal.
Quand je suis arrivé, Rodrigo travaillait dans son bureau et les filles regardèrent la télévision. Je leur ai montré ma nouvelle acquisition. C'est effrayant, a dit Isidora immédiatement. Ses yeux sont étranges, maman, comme s'ils te suivaient. Toutes les poupées anciennes ont cette caractéristique, ai-je expliqué. C'est à cause de la façon dont les yeux en verre sont fabriqués. Ils créent une illusion de mouvement. Valentina, la plus jeune, s'est approchée davantage. Puis-je jouer avec elle? Non, chérie. C'est une pièce de collection très fragile et très ancienne, mais je vais la mettre sur l'étagère du salon pour que nous puissions tous l'admirer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai nettoyé la poupée avec soin, j'ai arrangé sa robe, j'ai coiffé ses cheveux. Elle était parfaite. Je l'ai placée sur l'étagère principale du salon, entre une lampe à art nouveau et une boîte à musique victorienne. Elle était magnifique là. Elle complétait la collection. Les premiers jours furent normaux. La poupée restait à sa place, immobile, décorative. J'étais ravi d'elle. Rodrigo l'ignorait principalement. Les filles la regardaient de temps en temps mais ne disaient rien de plus. C'est la 3e nuit que les choses étranges ont commencé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause d'un bruit. De la musique. Une boîte à musique jouant une mélodie que je reconnaissais mais que je ne pouvais pas situer exactement. Elle était délicate, enfantine, mais il y avait quelque chose d'inquiétant en elle. Je me suis levé et j'ai suivi le son. Il venait du salon. Quand je suis arrivé, la boîte à musique victorienne que j'avais à côté de la poupée était ouverte et fonctionnait. Sa petite ballerine en métal tournait lentement pendant que la mélodie continuait. Mais je n'avais pas ouvert cette boîte. Elle était fermée quand nous sommes allés nous coucher. Je la gardais toujours fermée parce que le mécanisme était ancien et je ne voulais pas qu'il s'abîme par un usage excessif. Probablement que le verrou a échoué, me suis-je dit. J'ai fermé la boîte à musique et suis retourné au lit. Mais la nuit suivante, la même chose s'est produite. 3 heures du matin. La boîte à musique jouait. Cette fois, j'ai fait plus attention. La boîte était à côté de la poupée. Et il y avait quelque chose dans la position de la poupée qui me semblait différente, comme si elle avait légèrement bougé. Tu imagines des choses, me suis-je dit. C'est juste une poupée, un objet inanimé. J'ai refermé la boîte à musique encore une fois, mais cette fois, je suis resté à observer un moment. La poupée me regardait avec ses yeux en verre bleu, immobile, silencieuse. Mais il y avait quelque chose dans son expression, dans ce sourire peint, qui me mettait mal à l'aise. Je suis retourné au lit, mais je n'ai pas pu bien dormir le reste de la nuit. Le matin suivant, Valentina est descendue prendre le petit déjeuner en ayant l'air fatiguée. Elle avait des cernes. « Tu as mal dormi, mon amour ?» lui ai-je demandé. « J'ai fait des cauchemars », dit-elle d'une voix petite. J'ai rêvé que la nouvelle poupée entrait dans ma chambre et se tenait à côté de mon lit, me regardant. Un frisson m'a parcouru le dos. Ce n'est qu'un rêve, chérie. Les poupées ne peuvent pas marcher, mais cette nuit-là, j'ai aussi rêvé de la poupée. J'ai rêvé qu'elle se tenait au pied de mon lit, immobile, me regardant seulement avec ses yeux en verre. Dans le rêve, j'essayais de bouger mais j'étais paralysé. Je pouvais seulement regarder pendant que la poupée inclinait lentement, très lentement, sa tête sur le côté. Comme si elle m'étudiait. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. Il était 3 heures du matin, et depuis le salon, j'entendais la boîte à musique jouer à nouveau. Cette fois, je ne suis pas allé la fermer. Je suis resté au lit, écoutant cette mélodie inquiétante jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin. Le matin, j'ai raconté à Rodrigo mes cauchemars et la boîte à musique. Elle a probablement besoin d'être réparée, a-t-il dit de manière pragmatique. Et les cauchemars ne sont que ton cerveau qui traite ton inquiétude pour la boîte. Ne lui accorde pas plus d'importance. Je voulais le croire, mais cet après-midi-là, quand je suis rentré du travail, quelque chose était définitivement différent. La poupée s'était déplacée. Elle n'était plus sur l'étagère où je l'avais mise. Elle était sur le canapé du salon, assise comme si c'était une personne, les jambes pendantes au bord et les mains sur ses genoux. « Qui a déplacé la poupée ?» ai-je demandé lorsque les filles sont rentrées de l'école. Toutes deux ont nié l'avoir touchée. « Tu nous as dit de ne pas la toucher », a dit Isidora. « De plus, ça fait peur. Nous ne voulons pas qu'elle soit près de nous. »« Rodrigo ?» lui ai-je demandé quand il est rentré du travail. « Je ne touche pas à tes affaires. » a-t-il répondu. « Tu sais que je ne m'occupe pas de ta collection. » J'ai remis la poupée sur l'étagère. Mais le lendemain, elle était à un autre endroit. Cette fois dans la cuisine, assise sur l'une des chaises de la salle à manger. « Cela n'a pas de sens, » ai-je dit à voix haute. « Quelqu'un la déplace. » Mais tout le monde dans la maison niait l'avoir touchée.
Et je commençais à les croire parce que pourquoi mentirait-il sur quelque chose d'aussi stupide? Les cauchemars s'étaient aggravés. Maintenant, nous les avions tous. Rodrigo rêvait que la poupée le suivait dans la maison. Isidora rêvait que la poupée parlait avec une voix d'enfant, lui disant des choses horribles. Valentina, la plus touchée, a commencé à refuser de dormir seule. Elle voulait rester dans notre chambre. Et alors, des choses ont commencé à se passer pendant la journée. Un lundi, alors que nous étions tous au travail et à l'école, je suis rentré chez moi tôt parce que je ne me sentais pas bien. Quand je suis entré, j'ai entendu des voix d'enfants, des rires. J'ai pensé que les filles avaient manqué l'école. J'ai rapidement monté les escaliers. Isidora, Valentina, pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Les voix se sont arrêtées. J'ai vérifié toutes les pièces. Il n'y avait personne. La maison était vide sauf pour moi. Et alors, depuis le salon, j'ai entendu la boîte à musique commencer à jouer, en pleine journée, sans raison. Je suis descendu les escaliers lentement, le cœur battant fort. La poupée était à nouveau sur le canapé, dans la même position assise. Et la boîte à musique jouait. Mais quand je suis complètement entré dans le salon, j'ai juré avoir vu quelque chose, un mouvement. Comme si la tête de la poupée se tournait légèrement pour me regarder. « Ça suffit », ai-je dit à haute voix, me sentant ridicule. « Tu n'es pas réel, tu n'es qu'une poupée, un morceau de porcelaine et de tissu. » Mais quand je me suis approché pour ranger la poupée, pour la mettre dans une boîte et l'enlever de la maison, j'ai ressenti quelque chose. Une résistance, comme si l'air lui-même me poussait en arrière. Et une odeur sucrée et pourrie qui n'avait pas été là auparavant. Je ne l'ai pas touchée. Je suis sorti de la maison et j'ai appelé ma mère. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'étrange qui se passe. » lui ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Les cauchemars, les mouvements, les voix. J'espérais qu'elle rirait, qu'elle me dirait que j'étais idiote. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée silencieuse un long moment. « Sophia, a-t-elle finalement dit d'une voix sérieuse, d'où as-tu sorti cette poupée? Du marché aux puces. Pourquoi? Quand ta grand-mère collectionnait des antiquités, elle disait toujours qu'il fallait faire attention aux objets très personnels, des choses comme des poupées, qui ont été intensément aimées par des enfants. Parfois, ces objets peuvent porter des énergies, surtout si quelque chose de mauvais s'est produit. Tu es en train de dire que la poupée est hantée? Je dis que tu devrais enquêter sur son origine, et peut-être envisager de t'en débarrasser. J'ai passé cet après-midi à enquêter. J'ai appelé le vendeur du marché aux puces. Je lui ai demandé plus de détails sur la vieille dame qui était morte, sur la maison d'où venait la poupée. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La vieille dame s'appelait Béatrice Montalva. Elle avait vécu dans la même maison pendant 80 ans. Elle avait eu une fille qui est morte à 7 ans en 1940, pendant une épidémie de scarlatine. Le nom de la petite fille était Clara. Et selon les dossiers que j'ai trouvés dans les archives historiques de la bibliothèque, Clara avait été enterrée avec sa poupée préférée. Une poupée en porcelaine allemande que sa mère lui avait offerte pour son 6e anniversaire. Mais des années plus tard, lorsque Béatrice était déjà très âgée et commençait à perdre la tête, elle avait déterré le cercueil de sa fille. Elle avait récupéré la poupée. Et elle l'avait gardée chez elle pendant des décennies, la traitant comme si c'était sa fille. Lui parlant, l'habillant, la gardant comme si c'était un vrai enfant. La poupée que j'avais était cette poupée. Celle qui avait été enterrée avec une petite fille morte. Celle qu'une mère en deuil avait obsédée pendant des décennies. J'ai besoin de me débarrasser de cette chose, ai-je dit à Rodrigo ce soir-là. Maintenant, ce soir même. Mais quand je suis allé dans le salon pour prendre la poupée, elle n'était pas là. Nous l'avons cherchée dans toute la maison. Elle n'était pas dans le salon. Elle n'était pas sur les étagères. Elle n'était dans aucune pièce du rez-de-chaussée. Où est-elle? Demandait Rodrigo de plus en plus frustré alors que nous fouillions chaque recoin. Puis nous avons entendu un cri. Valentina. Nous avons couru vers sa chambre. Elle était debout au centre de sa chambre, pointant du doigt son lit tremblant. La poupée était là, allongée sur l'oreiller de Valentina, comme si elle dormait. « Je ne l'ai pas mise là », pleura Valentina. « Je ne l'ai pas mise là ». Rodrigo, finalement convaincu que quelque chose n'allait pas, prit la poupée brusquement. La poupée était froide, plus froide qu'elle ne devrait l'être, et elle pesait plus que ce dont il se souvenait. « Nous allons la brûler », dit-il d'une voix ferme. Tout de suite, nous sommes descendus dans le jardin.
Rodrigo prépara un feu de joie pendant que je tenais la poupée. Dans mes mains, je pouvais la sentir. Une vibration. Comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était vivant, éveillé et en colère. Quand Rodrigo eut le feu prêt, je m'approchai pour jeter la poupée dans les flammes. Et alors elle parla. Pas d'une voix forte. C'était un murmure que j'entendis directement dans ma tête. Une voix d'enfant. Je ne veux pas partir. J'aime ici. J'aime ta famille. Je veux rester. J'ai failli laisser tomber la poupée de peur. Tu as entendu ça ? Demandai-je à Rodrigo. Entendre quoi ? La voix. La poupée a parlé. Sofia, les poupées ne parlent pas. Brûle-la une bonne fois pour toutes. Mais j'avais des doutes maintenant. S'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de conscient, était-il juste de le détruire ? Et si c'était l'esprit de Clara, la petite fille qui était morte ? Et si elle était juste seule et cherchait de la compagnie ? Je t'en prie, non, murmura la voix à nouveau. J'ai peur du feu, j'ai peur d'être seule encore une fois. Laisse-moi rester. Je serai sage, je le promets. Non, dis-je à haute voix, tant pour la voix que pour moi-même. Tu n'es pas une petite fille. Tu es quelque chose qui utilise la mémoire d'une petite fille. Et tu fais du mal à ma famille. Je lançai la poupée au feu. Ce qui se passa ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. La poupée ne brûla pas immédiatement. Elle resta là, au milieu des flammes, intacte. Et puis elle commença à bouger, à se tordre, à crier. Ce n'était pas mon imagination. Rodrigo l'entendait aussi maintenant. Un cri aigu et terrible qui venait de la poupée alors que les flammes commençaient enfin à faire fondre la porcelaine. Le cri est devenu plus fort. Si fort que nous nous sommes bouchés les oreilles. Les fenêtres des maisons voisines se sont allumées. Les gens sortaient pour voir ce qui se passait. Et puis, tout à coup, le silence. La poupée s'est effondrée en cendres et en morceaux de porcelaine fondue. Le cri s'est arrêté. Il ne restait que le crépitement du feu. Nous sommes restés là, regardant les cendres, en état de choc total. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura Rodrigo. Je ne répondis pas. Je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, personne n'a bien dormi. Mais pour la première fois en semaine, il n'y a pas eu de cauchemar. Il n'y a pas eu de musique de boîte à 3 heures du matin. Il n'y a pas eu de voix d'enfant, juste du silence. Je pensais que c'était fini. Qu'en détruisant la poupée, nous avions mis fin à ce qui était là. Mais je me trompais. 2 jours plus tard, Valentina a commencé à agir de manière étrange. Elle est devenue silencieuse, renfermée. Elle passait des heures dans sa chambre sans rien faire, juste assise sur son lit, regardant le mur. « Ça va, mon amour ?» lui demandai-je. « Clara est triste, » répondit-elle d'une voix monotone. « Elle dit qu'elle a mal, elle dit que le feu lui a beaucoup fait mal. » Mon sang se glaça. « Qui est Clara ? Ma nouvelle amie. Elle dit qu'elle peut rester avec moi maintenant que sa maison a été détruite. » Je compris avec horreur ce qui s'était passé. En détruisant la poupée, nous n'avions pas détruit ce qui était à l'intérieur. Nous avions seulement détruit son conteneur. Et maintenant, cette chose avait trouvé un nouveau foyer. Ma fille. J'appelai immédiatement ma mère. Elle me donna le contact d'une femme qu'elle connaissait, une médium qui travaillait sur des cas de possession et d'entités adhérentes. La femme, qui s'appelait Soledad, est venue chez nous cette même nuit. C'était une dame d'environ 60 ans, habillée simplement, avec des yeux sages qui semblaient n'avoir plus que ce qu'ils montraient. Elle a parlé longtemps avec Valentina. Elle lui a posé des questions. Elle l'a observée attentivement. Puis elle m'a appelé à part. « Il y a quelque chose qui est attaché à votre fille. Ce n'est pas une possession complète, pas encore. Mais cela essaie de s'ancrer. C'est l'esprit d'une petite fille qui a été piégée dans un objet pendant des décennies. Elle est confuse, effrayée, et s'accroche à votre fille parce que c'est la seule connexion qu'elle trouve. Comment la sortons-nous ? Ai-je demandé désespérément. Par un rituel de libération. Mais cela doit être fait correctement, et votre fille doit être disposée. Si elle veut garder Clara avec elle, il sera très difficile de les séparer. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à préparer le rituel. Soledad nous a appris des prières de protection. Elle nous a fait nettoyer la maison avec des herbes spécifiques. Et surtout, elle a travaillé avec Valentina, lui expliquant qui était vraiment Clara et pourquoi elle devait partir. Clara n'est pas mauvaise, expliquait Soledad à ma fille. Mais elle est morte il y a longtemps. Elle doit suivre son chemin, aller à l'endroit où les esprits vont après la mort. Si elle reste ici, avec toi, elle ne trouvera jamais la paix. Et toi non plus. Valentina pleurait.
Mais elle me dit qu'elle est seule, qu'elle a peur d'être seule. Je sais, chérie. Mais ce n'est pas ta responsabilité de prendre soin d'elle. Il y a d'autres qui l'attendent de l'autre côté. Sa maman, qui est morte il y a des années, l'attend. Mais Clara ne peut pas partir tant qu'elle est liée à ce monde. Enfin, la nuit du rituel est arrivée. Toute la famille a participé. Soledad a créé un cercle de protection dans le salon. Elle a allumé des bougies blanches. Elle a brûlé de l'encens de copal et de sauge. Et elle a commencé à réciter des prières en espagnol mélangées avec quelque chose de plus ancien, des mots que je ne reconnaissais pas. Valentina était assise au centre du cercle. Au début, elle était calme, mais quand Soledad a intensifié les prières, elle a commencé à changer. Sa voix a changé. Elle est devenue plus aiguë, plus enfantine. Je ne veux pas partir. J'ai peur. Ne me faites pas partir. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. C'était Clara parlant à travers ma fille. Clara, dit Soledad d'une voix ferme mais douce. Il est temps que tu partes. Ta maman t'attend. Béatrice, ta maman, est de l'autre côté en t'attendant. Elle a attendu toutes ces années. Ma maman? La voix de Clara semblait incertaine, pleine d'espoir. Est-elle vraiment là? Oui, chérie. Elle est là. Mais tu dois lâcher ce monde pour aller avec elle. Tu dois laisser Valentina partir. Il y eut un moment de silence. Puis Valentina commença à pleurer. Mais c'étaient deux pleurs différents simultanés. Celui de ma fille et celui de Clara. J'ai peur, sanglota la voix de Clara. Je sais. Mais tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à être seule. Il est temps de te reposer. Soledad continua avec les prières, plus intenses maintenant. L'air dans la pièce devint plus froid. Les bougies vacillèrent violemment. Et puis nous ressentîmes quelque chose. Une présence sortant de Valentina, se détachant. Pendant un moment, juste un moment, je l'ai vue. Une petite fille, translucide, debout à côté de ma fille. Elle avait des cheveux blonds et bouclés. Elle portait une chemise de nuit blanche. Et elle me regardait avec des yeux tristes mais reconnaissants. « Merci », murmura-t-elle. Sa voix résonna dans l'air comme un écho. « Merci de m'avoir aidé à trouver le chemin. » Et puis elle disparut, comme de la fumée se dispersant. Les bougies cessèrent de vaciller. L'air se réchauffa à nouveau. Valentina s'effondra dans mes bras, épuisée mais clairement elle-même à nouveau. Il n'y avait plus ce regard étrange dans ses yeux. Il n'y avait plus cette voix différente. « Elle est partie », dit Soledad en s'essuyant la sueur du front. Clara a traversé. Elle est enfin avec sa mère. Elle ne souffrira plus. Nous avons tous pleuré cette nuit-là. De soulagement, d'épuisement émotionnel, de gratitude que cela soit fini. Les jours suivants furent consacrés à la récupération. Valentina redevint peu à peu la petite fille joyeuse qu'elle avait été. Les cauchemars cessèrent complètement. La maison se sentait plus légère, plus chaleureuse, mais j'avais appris ma leçon. J'ai cessé de collectionner des objets personnels anciens. Plus de jouets, plus de vêtements, plus de choses qui avaient appartenu intimement à des personnes. Je me suis limité à des meubles et des objets décoratifs sans histoire émotionnelle forte. Et chaque fois que je vois une poupée ancienne dans un marché aux puces, je m'éloigne. Parce que je sais maintenant que certains objets peuvent porter plus que de simples souvenirs. Ils peuvent porter de la douleur, du traumatisme, et des esprits piégés cherchant désespérément un moyen de s'échapper. Cela fait 4 ans depuis. Ma famille va bien. Valentina est maintenant une adolescente heureuse qui ne se souvient même plus complètement de ce qui s'est passé. Ou peut-être préfère-t-elle ne pas se souvenir. Mais je me souviens. Je me souviens du visage de Clara quand je l'ai enfin vue. Je me souviens de sa gratitude. Et je me souviens aussi de sa douleur. Tout ce temps piégé, d'abord dans un cercueil, puis dans une poupée, et enfin essayant de s'accrocher à ma fille. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions pas agi. Si nous avions laissé Clara s'installer complètement en Valentina, aurait-elle fini par dévorer ma fille? Ou aurait-elle coexisté, deux consciences dans un même corps? Je ne veux pas connaître la réponse à ces questions. Ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre compréhension. Des énergies qui persistent après la mort. Des esprits qui s'accrochent à des objets parce qu'ils ne savent pas comment ou ne peuvent pas avancer. Et certains de ces objets finissent dans des marchés aux puces, attendant que quelqu'un comme moi les achète et les ramène chez soi. Alors, si jamais tu trouves quelque chose dans un marché de seconde main qui attire puissamment ton attention, que tu sens que tu dois avoir quoi qu'il arrive,
Réfléchis-y à 2 fois. Demande d'où cela vient. Demande son histoire. Et si quelque chose te semble mal, s'il y a une petite voix dans ta tête te disant de ne pas le faire, écoute-la, parce que je ne l'ai pas fait. Et cela a presque coûté la santé mentale de ma fille. Cela lui a presque coûté beaucoup plus que cela. La curiosité et l'amour des antiquités ne valent pas ce prix. Rien ne le vaut. Ainsi se termine l'histoire que Sophia m'a partagée. Elle m'a dit que depuis lors, elle a été beaucoup plus sélective avec ce qu'elle collectionne, qu'elle a appris à faire confiance à ses instincts quand quelque chose semble mal. Sa famille s'est complètement rétablie et Valentina va bien, bien que Sophia préfère ne pas en parler beaucoup avec elle. Si jamais vous avez acheté quelque chose dans un marché de seconde main qui a eu des conséquences inattendues, ou si vous avez des histoires sur des objets qui semblaient avoir une vie propre, laissez-le dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Merci d'avoir écouté, et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le pour plus d'histoires chaque semaine. Prenez soin de vous, et réfléchissez à 2 fois avant d'apporter chez vous des objets avec trop d'histoire. On se voit la prochaine fois.